Au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir. Il a annoncé sa démission dans un communiqué ce vendredi. Blaise Compaoré promet de préserver la paix sociale et les acquis démocratiques au Burkina Faso. La commission électorale indépendante était en séminaire à Yamoussoukro. Les membres de la commission centrale et le personnel technique réunis dans la capitale politique ivoirienne pendant 4 jours ont suivi une formation portant notamment sur l'administration électorale. Le rendez-vous annuel africain le plus attendu des industries de la télévision, Discop Africa, aura lieu du 5 au 7 novembre prochain en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est à l'honneur. Elle se prépare. Et c'est à Sikensi que le top départ du 3e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été donné. Le lancement a été fait ce vendredi par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Doudou Kofi. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. La Côte d'Ivoire intéresse les investisseurs. Le Premier ministre s'est entretenu hier à la primature avec 2 délégations. Les groupes Orange et Amétis Finance ont échangé avec le chef du gouvernement sur les potentialités économiques qu'offre le pays. Des annonces de création d'un fonds d'investissement et d'une société ont même été faites par le groupe Amétis Finance. On fait le point avec Kader Ouattara et Hugues Vibli. Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire a été au centre des échanges qu'a eu le Premier ministre avec la délégation du groupe Orange. La couverture réseau du pays, les nouvelles technologies 3 et 4G, les questions de fiscalité sont quelques-uns des points abordés au cours de cet entretien. Le Premier ministre a beaucoup insisté sur sa volonté qu'on accélère les investissements, qu'on aille plus vite dans la couverture du pays, dans les nouvelles technologies, la 3G, les réseaux de 3e génération, le mobile banking, la 4G. On a évoqué les sujets de fiscalité qui sont importants pour nous. On a évoqué des questions réglementaires qui nous permettraient de développer davantage encore le domaine du mobile banking. Donc voilà des exemples de sujets que nous avons évoqués. Avec Amétis West Africa, les compagnies d'assurance locales ont une possibilité d'investissement. Au menu des échanges du Premier ministre avec les responsables d'Amétis Finance, l'ouverture du siège social d'Amétis West Africa à Abidjan. On a créé une société à capital variable qui s'appelle AWA, qui sera basée à Abidjan, qui démarre sa vie avec un capital de 30 milliards de francs CFA, grâce à sa société mère qui est Amétis Finance, basée à Paris, qui peut donc mobiliser plus de 100 milliards de CFA pour les entreprises de la zone CIMA, au bénéfice de la création d'emplois. C'est un beau signal du renouveau de la place financière d'Abidjan. Reçus en fin de journée, les membres de l'association HEC Alumni venus de l'extérieur et qu'accompagnaient ceux installés en Côte d'Ivoire étaient soucieux de s'imprégner des potentialités ivoiriennes en termes de business et d'investissement. Les membres du réseau des diplômés de l'École des hautes études commerciales HEC ont surtout cherché à comprendre comment se construit la Côte d'Ivoire, pays avec une croissance relativement importante. De chez le Premier ministre de Duncan, ils sont ressortis satisfaits, marquant leur intérêt à apporter, si possible, leur contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante était en séminaire à Yamoussoukro. Les membres de la commission centrale et le personnel technique réunis dans la capitale politique ivoirienne pendant 4 jours ont suivi une formation portant notamment sur l'administration électorale et la mise en œuvre des différents systèmes électoraux. La CEI œuvre pour des élections apaisées, crédibles et transparentes. En 2015, Sidonie Davila. Des élections paisibles, transparentes et rigoureuses. C'est le défi que veut relever la nouvelle CEI en formant davantage les commissaires centraux et le personnel technique. À l'issue de 4 jours d'intenses travaux, ceux-ci ont affirmé s'être mieux imprégnés des rudiments de l'administration électorale, de la planification stratégique et de la mise en œuvre des différents systèmes électoraux. Cette formation leur permet, souligne-t-il également, d'accomplir avec assurance leur mission. Il y a une démarche scientifique qui nous est donnée dans ce que nous avons appris un peu sur le tas. Le bridge remplace l'école qui vient faire en sorte que nous réussissons à regrouper toutes ces connaissances, toutes ces expériences. Nous rentrons dans les normes internationales d'organisation des élections. Ça a été très bénéfique pour nous. Nous avons des tâches précises à accomplir. Nous avons besoin de programmer tout ça et de planifier afin que les tâches soient exécutées dans les délais
et que ça soit bien exécuté. Pour les dirigeants de la nouvelle CEI, pas question de s'arrêter en si bon chemin au vu des résultats satisfaisants de ce premier séminaire. Dès le 14 du mois prochain, nous serons à Bassam pour un autre atelier. Pour vous dire que la formation a démarré, elle sera intensive parce que nous avons besoin d'une mise à niveau pour les anciens et une formation spécifique pour les nouveaux commissaires qui viennent d'arriver dans notre commission. L'atelier de 4 jours a été sanctionné pour chaque participant par un certificat international Bridge, faisant de lui désormais un expert électoral. Rappelons que ce séminaire a été organisé avec la collaboration des partenaires que sont la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, et l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Nous prenons à présent la direction du Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir. Il a annoncé sa démission dans un communiqué ce vendredi. Blaise Compaoré, qui a déclaré la vacance du pouvoir, promet de préserver la paix sociale et les acquis démocratiques au Burkina Faso. Le chef d'état-major, Honoré Traoré, annonce assumer l'intérim à la tête de l'État. Retour sur ces derniers événements avec notre reporter Hamza Diaby. Blaise Compaoré n'est plus le président du Burkina Faso. Il a rendu sa démission ce vendredi. Tout est allé très vite. Jeudi, les événements se sont accélérés dans le pays. Des milliers de personnes ont manifesté contre la révision de la Constitution qui aurait permis à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir et briguer un 5e mandat. Conséquence, le siège du Parlement est incendié et la télévision nationale mise à sac. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants font au moins 3 morts officiellement, mais l'opposition, elle, parle de 30 morts. Dans l'après-midi de jeudi, le président burkinabé renonce à son projet de révision constitutionnelle et prend de nouvelles initiatives alors que la situation continue à dégénérer sur le terrain. Il annonce la dissolution du Parlement et du gouvernement et décrète l'état d'urgence. Il annonce également l'ouverture de négociations avec l'opposition. Le Burkina Faso est enflammé, la crise provoque l'intervention des militaires. L'armée instaure un couvre-feu dans la nuit de jeudi à vendredi de 19h à 6h du matin pour assurer, comme elle le dit, la sécurité des personnes et des biens. Le nouvel homme fort est le général Honoré Traoré, le chef d'état-major de Compaoré. Il met en place un organe de transition de 12 mois sans préciser qui le dirigerait. Blaise Compaoré confirme la mise sur pied de cet organe dirigé par lui-même. Scénario manifestement pas du goût des Burkinabés. Ces derniers le rejettent. Blaise Compaoré démissionne alors ce vendredi sous la pression de la rue. Le général Honoré Traoré se proclame chef de l'État. Le Burkina Faso met ainsi fin à une présidence qui aura duré 27 ans. Et le gouvernement burkinabé avait fini par céder à la demande des manifestants, vous l'avez entendu, qui ne voulaient pas d'une révision de la Constitution. Mais ces dernières 48 heures, les événements se sont accélérés. Léon Brou revient sur l'origine de ces événements au Burkina Faso. Le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois. Voilà ce que dit l'article 37 de la Constitution burkinabé du 11 avril 2000. Un article visé par la révision constitutionnelle proposée par le gouvernement Compaoré. C'est que celui qui est devenu depuis ce vendredi, l'ex-chef de l'État et son entourage ont commencé à contester la limitation du nombre de mandats présidentiels avant même la fin du 2e quinquennat du successeur de feu Thomas Sankara. Nous sommes en 2010, ce principe est jugé antidémocratique par Blaise Compaoré et son clan. Une fois réélu, l'ex-homme fort du Faso enclenche donc la machine pour la fin de la limitation du nombre de mandats. Le Conseil consultatif sur les réformes politiques et institutionnelles est mis en place à cet effet. Boycotté par une partie de l'opposition, l'organe s'entend sur la création d'un Sénat plutôt que la modification de l'article 37. Ce projet est donc mis de côté, certainement le temps de trouver d'autres arguments ou alternatives, car en décembre 2013, il refera surface. C'était à l'occasion de la fête nationale et Blaise Compaoré annonçait que l'article 37 pourrait une nouvelle fois être modifié si les Burkinabés le décident. Pour y arriver, un projet de loi est soumis à l'examen des députés ce 30 octobre 2014. Il prévoit l'adoption directe par les parlementaires à leur majorité des 3/4 ou, dans le cas contraire,
la voie du référendum. Mais pour l'opposition burkinabé, plus question pour Blaise Compaoré de changer la constitution pour s'offrir un nouveau mandat présidentiel après 27 ans au pouvoir. La suite, on la connaît. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la situation au Burkina Faso. Les cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et les populations du Boukani adhèrent à l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI RDA, appel à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 et ils l'ont affirmé à la place de la paix de Bouna, nous explique notre reporter Abou Sanougo. Venus de Nassia, Teini, Doropo et des autres localités environnantes, les cadres et militants du RHDP du Boukani sont sortis massivement pour dire oui à l'appel de Daoukro. Ils l'ont clamé au cours d'une rencontre explicative initiée par le ministre Niali Kaba, cadre du Rassemblement des Républicains. Tous ont salué le président Henri Konan Bédié pour sa sagesse et sa vision avant d'affirmer que le chantier de développement ouvert par le président Alassane Ouattara plaide en sa faveur. Tout le PDCI du Boukani, main dans la main, avec leurs frères et sœurs du RDR, iront au combat pour que le président Alassane Ouattara fasse encore les 5 ans pour nous emmener sur la voie de l'émergence. Pour Niali Kaba, l'appel historique du président Henri Konan Bédié mérite d'être soutenu. Nous considérons cet appel comme un message d'amour pour la paix, un refus pour l'incertitude et l'instabilité, car il s'agit d'un appel qui va mettre au travail ceux qui vont permettre aux Ivoiriens de sortir de la pauvreté. Plus que jamais, le RDR, le PDCI, l'UDPCI et le MFA doivent partout, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et singulièrement dans le Boukani, conjuguer leurs activités de mobilisation en faveur de la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour du prochain scrutin présidentiel. Un message bien perçu par les populations qui s'engagent à faire un large écho de l'appel de Daoukro. Le secrétaire général adjoint du RDR chargé des syndicats de la société civile et du monde associatif est en tournée dans les régions du Guémon, du Tonkpi et du Folon. C'est une tournée d'explication et de sensibilisation des sections RDR, nous explique Ali Derasouba. 33 délégations du Rassemblement des Républicains investies d'une mission dite d'explication et de sensibilisation de l'appel de Daoukro dans tout le pays. Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint chargé des syndicats de la société civile et du monde associatif du RDR, conduit l'une d'entre elles. Maapleu, Sanguiné, Zouaounien et Danané, dans le Tonkpi, sont les localités foulées pour l'instant par le missionnaire du Rassemblement des Républicains. Pour Sidiki Konaté, cet appel, loin d'être un slogan, doit avoir une résonance dans les urnes. Faire en sorte qu'au soir de l'élection d'octobre 2015, si Dieu le veut, le candidat, soutenu donc par l'ensemble des forces qui l'ont retenu comme candidat unique, soit porté à la magistrature de ce pays avec un taux excellent. Sa méthode, des réunions ciblées par groupe d'intérêt pour faire passer son message. Sidiki Konaté rompt ainsi avec les meetings conventionnels. Nous avons rencontré le préfet, nous avons rencontré les autorités traditionnelles et religieuses et les grands leaders, ce qu'on appelle les grands électeurs. Et nous avons décidé de commencer par eux, de parler avec eux, de les écouter afin de les faire adhérer à l'ambition. L'étape du Tonkpi terminée reste celle du Guémon et du Folon. Démarrée ce 25 octobre, la randonnée d'explication et de sensibilisation de l'appel de Daoukro, entreprise par Sidiki Konaté, prendra fin la mi-novembre. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le samedi 1er novembre, donc demain, 1er novembre 2014, fête de la Toussaint, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. 1954-2014, le LBT, Laboratoire du bâtiment et des travaux publics, à 60 ans. Eh bien, pour marquer l'événement, des festivités ont été lancées hier à Abidjan par le ministre des Infrastructures économiques. Le LBT a fait son bilan. 60 ans d'activité, c'est un long parcours. Explication avec Mamadou Traoré et Adama Koni.
Le pont général de Gaulle, le troisième pont Henri Konan Bédié, l'hôtel Ivoire ou encore la basilique de Yamoussoukro. Cela fait 60 ans que le LBTP, Laboratoire du bâtiment et des travaux publics, assiste l'État dans la réalisation des grands travaux d'infrastructure. Une assistance qui s'étend aussi au domaine de l'énergie à travers le contrôle des installations électriques et des solutions pour la réduction des coûts de consommation. Le LBTP a ainsi permis à l'État d'économiser 50 milliards de francs CFA sur sa facture d'électricité. Fort de cette expérience, le LBTP se positionne comme un acteur stratégique de la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence. Depuis quelques années, à la faveur des grands projets initiés par son Excellence le Président de la République dans la perspective de la Côte d'Ivoire émergente, on voit ici et là des chantiers en train de pousser. Sachez que pratiquement derrière chaque grand chantier que vous voyez, il y a un bureau d'études et de contrôle et le LBTP, le bureau national, est sur la quasi-totalité de ces chantiers-là. Malgré une expertise reconnue et sollicitée hors des frontières ivoiriennes, le LBTP doit relever de nombreux défis dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le rôle du LBTP, qui est un instrument important de recherche, c'est de nous apaisantir pour voir quelles sont les données locales que nous pouvons donc intégrer dans les formules développées en Europe ou aux États-Unis, de sorte que ces formules-là puissent être propres à notre environnement. C'est un défi important. Ce soixantenaire a été rythmé par des journées de réflexion et une journée porte ouverte ce vendredi 31 octobre. Des activités qui ont permis au laboratoire de consolider ses acquis et de se concentrer désormais sur l'avenir. Parlons cinéma à présent, plus précisément du rendez-vous annuel africain, le plus attendu des industries de la télévision, Discope Africa. Du 5 au 7 novembre prochain, acheteurs, vendeurs et producteurs de films, de programmes TV vont se retrouver en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est à l'honneur à ce rendez-vous et elle se prépare. La ministre de la Communication vient de présider la dernière réunion de mobilisation. On en sait plus avec Christelle Mena. Discope Africa, c'est le plus grand marché africain de l'audiovisuel. La 9e édition se tient en Afrique du Sud, à Johannesburg, et la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Après la sélection de notre film à Cannes, donc le film Run, c'est aujourd'hui l'audiovisuel qui est mis effectivement en orbite. C'est vraiment une occasion formidable pour nous de vendre les créations ivoiriennes, de montrer notre savoir-faire, de montrer la créativité. Aux côtés de la ministre de la Communication dans la délégation ivoirienne, acteurs et personnalités de l'audiovisuel, de la culture et du tourisme ivoirien. Et RTI Distribution, la nouvelle plateforme de distribution de programmes TV. Mission commune, valoriser la Côte d'Ivoire en tant qu'acteur francophone majeur de la scène audiovisuelle africaine. C'est un honneur pour toute la Côte d'Ivoire d'abord, de savoir que nous sommes l'invité d'honneur. Nous partons pour vendre aussi la Côte d'Ivoire dans toutes ses dimensions. Pour moi, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage qui continue, aller se frotter aux autres acteurs et puis apprendre un peu à côté d'eux. Du 5 au 7 novembre, l'audiovisuel africain et international aura pour capitale le Sandton Convention Center de Johannesburg. Plus de 2000 participants attendus et près de 250 exposants internationaux se sont donné rendez-vous sur 5000 m² d'exposition pour vendre des chaînes, des productions, émissions, documentaires, feuilletons et séries TV. C'est un marché qui se chiffre en milliards de francs CFA. Voilà, rendez-vous donc le 5 novembre prochain. Rendons-nous à présent au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour voir la cérémonie de remise du prix de l'excellence. L'administration territoriale, les collectivités locales et la police ont reçu des prix. Le reportage de Placide Niaoué est commenté par Abou Sanogo. L'excellence et le mérite célébrés au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au nombre de 9, ces agents issus des corps de métiers relevant du ministère reçoivent chacun un trophée, un diplôme, un chèque de 1 500 000 francs pour les lauréats classés 2e et un chèque de 1 million de francs CFA pour ceux classés 3e du prix d'excellence des mains du ministre d'État Ahmed Bakayoko, fruit de leur ardeur au travail. Cette cérémonie de reconnaissance du mérite marque la fin de la remise des prix d'excellence édition 2014 au niveau national. Les lauréats ont donc exprimé leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et à leur ministre de tutelle. Et ils s'engagent à œuvrer davantage dans le travail. Nous réalisons l'ampleur de nos responsabilités qui nous oblige désormais à demeurer des modèles, des références pour tous.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exhorté l'ensemble de ses collaborateurs à plus de sérieux dans le travail. Toutes les grandes nations des pays développés doivent leur progrès au fait qu'on montre le meilleur. On dit dans telle catégorie, dans tel domaine, voilà le meilleur. De sorte que l'honneur qui lui est fait à cette occasion soit un élément qui stimule la grande majorité à s'acharner au travail pour aussi avoir cette place. Initié il y a de cela une vingtaine d'années par le président Henri Konan Bédié, le prix d'excellence permet de célébrer et de promouvoir les meilleurs dans tous les secteurs d'activité. Et notez que la date de clôture des préinscriptions de la session en cours du concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie, initialement fixée au samedi 1er novembre 2014, est reportée au vendredi 28 novembre 2014. Les conditions et les modalités des préinscriptions restent inchangées. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou pacte 2 de l'ONU, est-il appliqué en Côte d'Ivoire? Le rapport vient d'être fait aux ONG et ces dernières se réjouissent de la mise en œuvre de ce pacte international relatif aux droits civils et politiques. Explication avec Placide Niawé et Sylvie Touré. Les recommandations des droits de l'homme telles que contenues dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques sont appliquées et respectées en Côte d'Ivoire, selon le dernier rapport des organisations de la société civile de lutte en faveur des droits de l'homme. Et ce, conformément aux règles édictées par le Centre pour les droits civils et politiques, CCPR, basé à Genève. L'objectif principal du présent atelier de formation et d'information est d'accompagner les ONG dans la rédaction d'un second rapport alternatif sur la mise en œuvre du pacte international aux droits civils et politiques, en abrégé PIDCP ou pacte 2 de l'ONU. C'est notamment deux dispositions, deux lois que le gouvernement a adoptées. L'une en rapport avec la liberté de rechercher des informations, d'avoir accès aux informations qui sont du domaine public, qui viennent de l'État. Et la deuxième, c'est la loi qui protège les organisations de défense des droits de l'homme. On peut le noter au niveau du cabinet de la Première Dame, eh bien, c'est son engagement total pour la promotion de l'éducation et son engagement total pour la lutte contre l'exploitation des enfants. Troisième fondement de la Charte internationale des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou pacte 2 de l'ONU, a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le 16 décembre 1966 et est rentré en vigueur en mars 1976. La Côte d'Ivoire l'a ratifié 22 ans après. Le syndicat national des agents du ministère du Commerce vient de lever son mot d'ordre de grève. Entamé depuis lundi, le syndicat réclamait entre autres une amélioration des conditions de travail des agents du ministère du Commerce. Après négociation avec la tutelle, le syndicat appelle à la reprise du travail lundi prochain. Écoutons la déclaration du secrétaire général de ce syndicat. En ce qui concerne tous les points de revendication contenus dans le préavis de grève, à savoir l'obtention d'indemnités à allouer aux agents du ministère du Commerce, la mise en place d'un profil de carrière interne pour ces agents du ministère du Commerce, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, la mutation sans condition des agents et cadres de ce ministère mis en instance d'affectation. Monsieur le ministre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, s'est engagé fermement à les faire aboutir au plus tard le 31 décembre 2014. Tout en faisant confiance en Monsieur le ministre, le syndicat national des agents du ministère du Commerce, SINAMIXI, suspend son mot d'ordre de grève ce vendredi 31 octobre 2014 et appelle tous les agents à la reprise du travail sur l'ensemble du territoire national dès ce lundi 3 novembre 2014 à 7h30. C'est à Sikensi que le top départ du troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été donné. Le lancement a été fait ce vendredi même par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Les enfants de 0 à 5 ans ont reçu leur dose de vaccin et ces journées s'achèvent le 3 novembre prochain. Kone Pagassoro est notre reporter.
Sikensi, place de la Fontaine. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, administre des gouttes du vaccin de la poliomyélite à des enfants de 0 à 5 ans. C'est le lancement officiel du 3e passage des journées nationales de vaccination contre cette maladie invalidante. Les présentes journées nationales de vaccination sont conduites une fois de plus avec toutes les parties prenantes administratives, politiques, communautaires, et c'est pour ça que je m'adresse au chef, afin, d'une part, de renforcer la protection des enfants vaccinés au cours des éditions précédentes et d'autre part, d'offrir la chance à ceux qui n'ont pu être vaccinés auparavant de l'être. Depuis 3 ans, aucun cas de poliomyélite n'est révélé en Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé souhaite cependant que la prudence soit de mise. Raymond Goudou Kofi a le soutien de partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. Pour les parents, c'est tout à l'avantage de leurs enfants. Le vaccin contre la polio évite assez de maladies. De voir ton enfant paralysé, c'est pour ne pas que demain l'enfant te dise « Maman, pourquoi tu ne m'as pas vacciné ?» Donc il faut vacciner ton enfant pour que ton enfant soit en bonne santé. Ensemble, la victoire de la polio est possible. Thème de la 3e phase de vaccination contre la poliomyélite qui prend fin le 3 novembre prochain. Son démarrage a vu le lancement officiel du projet OPSMS Vaccin, le carnet électronique de vaccination. Il sert à protéger la famille en sauvegardant les données vaccinales. Voilà, nous partons à Moronou. Le Conseil régional vient de proposer avec ses partenaires européens la couverture maladie universelle afin de garantir la bonne santé aux populations. C'est un reportage de Léon Pro. Comme cette femme en travail, la sage-femme craint un accouchement difficile. En réalité, l'agent de santé ne souhaite pas assister impuissante une patiente qui va peiner à assurer les frais liés à ses soins, chose courante à Bongouanou. Il y a une dame qui était venue pour une césarienne. Ses parents sont allés chercher le kit qui est gratuit. Après la césarienne, on n'a vu aucun parent. Il y a quelques cas comme ça où on finit la césarienne et puis les parents disparaissent. Nous sommes dans une zone de café-cacao. Bien vrai que ça commence à sortir, mais c'est un peu difficile. Pour payer les ordonnances et qu'on sort. À la base des difficultés pour les populations à se soigner, la pauvreté. Face à la situation, le Conseil régional propose aux 300 000 habitants du Moronou une couverture maladie universelle. Des partenaires européens en ont déjà réalisé l'étude de faisabilité. La présente rencontre vise à informer les populations sur le bien fondé, le fonctionnement et les garanties offertes par ce système de santé. Les garanties que nous avons évoquées sont des maladies graves, les accouchements difficiles, la traumatologie, les transports d'urgence et aussi les morsures de chien. Mais combien devront payer les adhérents à ce système de santé déjà expérimenté en Inde, Indonésie et Philippines? Selon ses initiateurs, la prime pourrait se situer entre 15 et 20 000 francs par an et par famille. Tu peux te rendre dans un hôpital très malade, 20 000 même ne peut rien faire pour toi. Or, si tu as un problème de 1 million, tu appelles les 20 000 peuvent te soigner. Il faut bien que tu te portes bien pour pouvoir aller à l'école. Même pour réaliser, il faut la santé d'abord. Ce projet de couverture maladie prévoit un volet renforcement des capacités des structures sanitaires. Il s'agit pour le Conseil régional du Moronou d'améliorer la santé des populations pour accroître leur production. Le corps préfectoral a donc été mis en mission de sensibilisation sur le projet. Un mois après l'abattage des porcs dans la ville de San Pedro dû à la peste porcine, le gouvernement apporte son soutien aux éleveurs victimes de l'abattage et ce sont plus de 50 millions de francs CFA qui ont été distribués à ces éleveurs en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Éric Goré, Serge Gongomer. 54 millions de francs CFA, c'est la somme distribuée aux éleveurs victimes de la peste porcine à San Pedro. Notons que pour freiner cette maladie, le ministère des Ressources animales et halieutiques avait fait abattre 2000 porcs dans la ville de San Pedro sur un rayon de 10 km. Par rapport à 1996, il y a eu plus de 100 000 porcs abattus et l'État a déboursé assez d'argent. Cette année, nous sommes à 2000 porcs.
c'est déjà encourageant. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, a saisi l'occasion de cette rencontre avec les éleveurs de la région de San Pedro pour demander aux éleveurs de faire assurer les activités par des sociétés d'assurance crédibles. C'est vrai que le président de la République a été généreux parce qu'il a été sensible aux difficultés que nos éleveurs connaissent, mais ça ne doit pas être une porte ouverte à des abus. C'est pour cela que nous les avons interpellés sur le principe de se faire assurer pour que dorénavant, si pareil cas arrive, que l'assurance prenne le relais. Les bénéficiaires du soutien du gouvernement apprécient ce geste à sa juste valeur. Je dis merci au gouvernement. Il est venu aujourd'hui pour nous donner un moyen pour recommencer. Il faut plutôt prier le Seigneur pour reprendre les activités. Des engins à 2 roues ont été remis par le ministère à la Direction régionale des ressources animales et halieutiques de San Pedro pour continuer le travail contre la peste porcine. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h réalisé par Edouard Kofi Sakra. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h.